Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous. Continuons notre série spéciale réalisée en partenariat avec Public Sénat. Je vous le rappelle, je vous donne rendez-vous 2 fois par mois, le vendredi et jusqu'au 9 juin, pour des épisodes très concrets. Aujourd'hui, on prend la direction du nord de l'Europe pour aller en Finlande, pays de 5,5 millions d'habitants, limitrophe de la Russie. Et quand je dis limitrophe, ce n'est pas qu'un peu. Ils partagent 1340 km de frontières. Évidemment, depuis l'invasion massive de l'Ukraine, la Russie est devenue un voisin de plus en plus gênant pour la Finlande, qui se prépare même à une attaque à tout moment. C'est ce dont on va parler avec mon collègue Jonathan Dupriez, qui rentre justement de reportage à Helsinki pour Public Sénat. Salut Jonathan. Salut Audrey. Et pour plonger dans le bain, je te propose qu'on écoute un premier extrait de ton reportage, là où tu expliques qu'en Finlande, le service militaire est toujours d'actualité et qu'il y a même une réserve de 900 000 hommes prêts à être déployés à tout moment. Par moins 5 degrés, sac de 30 kilos sur le dos, Samuel et son unité apprennent à s'orienter et à traquer l'ennemi en milieu hostile. Là, on fait une boucle. On doit vérifier s'il n'y a pas de combattants ennemis. Ces exercices en conditions réelles marquent la fin de 6 mois de service militaire obligatoire. Pour le jeune homme de 22 ans, athlète professionnel dans la vie civile, servir son pays était un engagement aussi logique que nécessaire. C'est une étape de la vie. C'est vraiment pas quelque chose qui nous met la pression. On sait qu'on doit servir et du mieux possible au cas où quelque chose arrive. Jonathan, on a entendu Samuel. Lui, il est athlète. Il termine 6 mois de service militaire. Lui, il dit qu'il est fier de servir son pays. Ils pensent tous comme ça ? Oui, en fait, ils pensent tous comme ça, tout simplement parce que, Audrey, le service militaire, il est obligatoire en Finlande, et c'est même, à vrai dire, c'est une disposition de la constitution finlandaise qui dispose que les 18-60 ans, tous les hommes du pays, en gros, doivent se plier à ce service militaire, qui peut durer de 6 mois à 1 an suivant les cas, et pour les femmes, c'est uniquement sur la base du volontariat. Et donc, en gros, dans cette constitution, tu peux lire que chaque Finlandais est obligé de participer ou d'aider à la défense nationale. Et donc, en fait, là-bas, personne se pose la question. Et même quand tu regardes les enquêtes d'opinion, il y a 7 Finlandais sur 10 qui trouvent ça tout à fait normal et logique de participer à ce service. Donc ils le font avec beaucoup de rigueur et je dirais même peut-être même avec beaucoup d'entrain. C'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, en France, le service militaire, ça nous paraît extrêmement loin. Tu as aussi interviewé le responsable de la défense civile d'Helsinki et lui, il est assez radical, on va l'écouter. Il faut qu'on soit prêt si quelque chose se passe. Bien sûr, c'est avec des si, mais tout de même, de notre point de vue, personne ne peut nous garantir que la guerre n'arrivera pas en Finlande. C'est assez cash, hein. En fait, cette phrase, elle est aussi très révélatrice de l'état d'esprit global qu'on peut sentir un peu partout en Finlande et à tous les échelons de la société, que ce soit des lambda ou des officiels, tous partagent le même sentiment d'un très grand pragmatisme, un très grand sérieux face aux voisins russes, qui est quand même un pays 50 fois plus grand, 26 fois plus peuplé. Donc, on fait très attention à ce voisin, on le regarde et on prend vraiment des dispositions. C'est un principe de précaution permanent, on va dire, en Finlande, pour en tout cas faire face s'il y a besoin. Il y a 1 an, il y a eu un changement radical. On est en avril 2023 et la Finlande décide d'intégrer l'OTAN alors que pour l'instant, on disait que c'était un pays qui était plutôt neutre. Pourquoi il y a eu ce changement et pourquoi à ce moment-là ? Alors ça a été très radical, hein. Dès le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, la Finlande a tout de suite mis sur la table le fait d'intégrer l'OTAN, ce qui est un changement majeur de paradigme et de doctrine de cette société-là, qui a été historiquement neutre pendant la guerre froide, parce qu'évidemment voisine de la Russie, donc il fallait surtout
surtout pas froisser le voisin russe, donc on était extrêmement précautionneux avec le camp dans lequel on devait être. Et donc la Finlande a toujours bien ménagé la Russie, et surtout que la Finlande avait quand même cette histoire très très complexe avec l'Union soviétique, qui l'a envahi en 1939. Et voilà, c'est une histoire traumatique en fait. La Finlande s'est battue contre l'Union soviétique, mais a quand même été amputée de 20% de son territoire après cette guerre en 1939. Donc ce qui fait que la Finlande, ça lui a coûté de sortir de cette neutralité, mais elle a décidé de le faire en se disant que c'était le seul moyen, en vérité, d'assurer sa sécurité avec ce voisin russe qui pourrait être une vraie menace pour le pays. L'adhésion, elle est intervenue à peu près au même moment qu'une campagne présidentielle. Ça a été un vrai sujet de campagne, ça. Et ça a été un sujet majeur, hein, toute la campagne quasiment présidentielle, elle a tourné autour des questions sécuritaires. Et le nouveau président élu, c'est un ancien premier ministre finlandais, c'est un conservateur très europhile qui s'appelle Alexander Stubb, il a 55 ans. Et lui, toute sa campagne, il n'a pas arrêté de dire que c'était la fin en fait de l'ère post-guerre froide, c'est terminé. Et donc il fallait désormais se tourner vers l'OTAN. En tout cas, ces 6 ans de mandat, ils vont être assez scrutés parce que en Finlande, le président de la République, en plus d'être le chef des armées, il est aussi responsable de la politique étrangère du pays. Donc, c'est lui qui impulse cette politique étrangère avec le gouvernement. Mais en tout cas, ces actes seront sans doute très suivis, en tout cas dans les pays nordiques et scandinaves. Alors, l'adhésion à l'OTAN qui n'a pas été sans conséquences, ça a été très mal vu par la Russie et il y a eu des premières conséquences à la frontière. Toi, tu t'y es rendu. Qu'est-ce que tu as vu ? Alors, la Finlande n'a plus aucune relation diplomatique avec la Russie depuis mai 2022. C'est vraiment la dernière relation du pays avec Vladimir Poutine. Et donc, depuis cette date-là, la Finlande a été classée comme pays hostile aux yeux de la Russie, ce qui est aussi un changement majeur. Avant, il y avait des échanges, maintenant, il n'y en a plus. Quand je suis allé à la frontière, la chose la plus saillante, c'est qu'il y a 8 points de passage sur les 1340 km de frontière. Et en fait, ces 8 points de passage, ils ont été fermés. Alors pourquoi ils ont été fermés, tu vas me dire ils ont été fermés parce que la Russie a commencé à déstabiliser très fortement la Finlande en faisant ce qu'on appelle du chantage aux migrants. C'est une arme très connue des régimes autoritaires pour déstabiliser les démocraties occidentales. Moscou, en fait, a ouvert les vannes de ces points de passage, a fait connaître auprès des différentes personnes qui stagnaient à sa frontière qu'en fait le passage était ouvert et qu'ils allaient plus vraiment vérifier quoi que ce soit. Donc moi je me suis rendu dans un centre à 20 km de la frontière, donc côté finlandais, et ça c'est un centre d'accueil pour ces fameux migrants qui ont réussi à passer avec cet appel d'air de Moscou. Et ils racontent tous la même histoire, c'est qu'en fait du jour au lendemain ils pouvaient pas passer, en fait après ils pouvaient. Et la Russie les laissait passer et c'était possible, et donc évidemment ils en ont profité et on peut l'entendre. Mais pour te donner une idée, en 3 mois, la Russie a laissé passer 1300 migrants. On se rend pas forcément compte, mais en proportion de la population, c'est comme si la France avait reçu d'un de ses voisins, de l'Italie ou de l'Allemagne, l'équivalent de 15 000 migrants illégaux d'un coup. Donc ce qui est colossal à gérer et ce qui fait que c'est un vrai sujet aujourd'hui en Finlande. Et il se passe quoi pour eux, pour les migrants qui sont arrivés ? Alors pour ces migrants qui sont arrivés, c'est principalement des Syriens, des Érythréens. Aujourd'hui, ils ont pu faire des demandes d'asile, surtout parce qu'ils viennent de pays en guerre, et donc ces demandes d'asile pourront être traitées. Et en attendant, ils sont dans ce centre d'accueil où ils sont bien traités, bien reçus, et on peut voir d'ailleurs que eux, ils sont plutôt très contents d'y être. Et en tout cas, c'est un peu la fin de la galère, si on peut dire, dans ce centre. Mais en tout cas, ils attendent jusqu'à nouvel ordre que leur demande soit traitée pour avoir l'asile en Europe. Alors tu l'as dit, il y a 8 postes frontières. La Finlande, elle les a fermés du fait finalement de ce chantage aux migrants. Ça a des conséquences économiques et culturelles. Il faut bien se dire que la Finlande et la Russie coopéraient beaucoup avant la guerre en Ukraine et que les échanges étaient quotidiens, notamment sur le plan économique, sur le plan culturel, comme tu viens de le dire. Je suis allé dans une ville qui s'appelle Lappeenranta. C'est une ville de 20 000 habitants qui est à 200 km de Saint-Pétersbourg, donc vraiment c'est très proche de la Russie. Avant la guerre, pour te donner une idée, il y avait 2 millions de Russes qui transitaient dans cette zone tous les ans pour venir faire du tourisme, pour venir dans les grands centres commerciaux qui avaient été bâtis à la frontière. Donc ils venaient dépenser de l'argent, ils venaient se faire plaisir, venir en vacances. Et un responsable de cette ville, de la mairie, me disait que ça représentait quand même 300 millions d'euros de recettes par an, ces touristes-là. Et donc du jour au lendemain, si tu veux,
plus rien, zéro. Ces recettes-là n'existent plus. Et moi, je peux te dire que, enfin, il y a une ambiance très particulière à cet endroit-là, parce que tu vois beaucoup de pubs au bord des routes, écrites en cyrillique. Tu vois tous ces espèces de grands ensembles commerciaux. Oui, tu vois qu'il y avait des échanges. Tu vois que c'était très dynamique, très actif, et du jour au lendemain, c'est devenu un peu des zones tampons, un peu fantômes, où il se passe plus rien et où il y a plus personne qui fait rien. J'imagine que ça doit être une ambiance quand même assez particulière à la frontière, parce qu'il y a cette tentative de déstabilisation, il y a ces échanges qui font plus avec finalement des postes fermés. Toi, t'as ressenti quoi à la frontière? C'est très bizarre en fait, c'est suspendu, c'est un peu hors du temps, je te dirais. Je me suis rendu à Imatra, qui est un des gros postes frontières, et j'avais rendez-vous avec les gardes frontières. On devait faire une interview, et il se trouve que très vite, je sens en fait que ça va être compliqué, que ça va pas se passer exactement comme prévu, et ça ne manque pas. Le garde frontière qui était censé me répondre, qui est un porte-parole en fait des gardes frontières qui dépendent de l'armée, il me fait couper la caméra au bout de 2 questions. Et il me dit alors en fait je vais pas du tout parler de ça, moi le chantage aux migrants pas du tout, je vais pas en parler, ça c'est de la responsabilité du gouvernement, c'est les politiques qui doivent en parler, moi je peux pas vous raconter ça, on va parler de la période avant Covid. Alors là je me décompose un peu et je lui dis bah non, moi je viens là pour qu'on se parle de cette période-là compliquée avec la Russie, pourquoi les postes sont fermés avec ce chantage aux migrants. Et donc il n'en démord pas, il refuse de me raconter ça. Donc moi je n'ai pas pu jouer cette séquence dans mon reportage, mais elle est révélatrice de ce qui se passe quand même à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gardes frontières qui sont désœuvrés parce qu'il se passe plus rien dans ces postes frontières et qui attendent et qui regardent à la jumelle le camp d'en face en se disant tiens peut-être que demain, après-demain, dans 6 mois, dans 3 ans, la Russie va peut-être nous attaquer. En fait, c'est ça l'ambiance, quoi. C'est qu'on attend. C'est un moment suspendu, hors du temps, et on sait pas trop quoi faire. En tout cas, tout est fermé, tout est verrouillé. On attend, on se prépare et on va peut-être utiliser d'anciens réseaux qui ont existé. Ça, tu vas nous en parler. J'ai trouvé ça hyper intéressant dans ton reportage. Donc, tu le disais, la Finlande, elle a un petit peu peur que l'histoire se répète. Elle a été envahie en 1939. Et pour ça, elle s'appuie, et ça, c'est quand même assez dingue, sur un réseau de bunkers souterrains. Il y a des milliers de kilomètres sous terre. Ces portes sont étanches et résistent aux attaques chimiques. Elles permettent de laisser les gaz toxiques à l'extérieur et de pouvoir faire rentrer de l'oxygène à l'intérieur. Ouais, c'est assez dingue. C'est la ville dans la ville, hein. Vraiment, ville souterraine d'Helsinki, c'est assez dingue, hein. Quand tu rentres là-dedans, c'est à 20-30 mètres sous terre. Il y a tout un réseau de bunkers. Il y en a 5500 dans Helsinki. C'est 10 millions de mètres carrés, donc c'est colossal. Et ça a été créé à partir des années 60. À l'époque, c'était une mesure qui était évidemment très coûteuse, on s'imagine, et surtout très impopulaire parce que coûteuse, impopulaire, tu te doutes. Et dans un contexte de guerre froide et comme je le disais, avec l'Union soviétique qui avait déjà envahi la Finlande. Finalement, ce projet a remporté l'adhésion de la société et a été mené. Il y a même une loi maintenant qui impose de construire des bunkers dans des immeubles de plus de 3 étages. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est rentré dans les mentalités. Évidemment, avec la guerre en Ukraine, jamais plus personne ne remet ça en doute en Finlande. Donc là, pour l'instant, c'est des gymnases, c'est des centres commerciaux, c'est ça? Mais ça peut à tout moment devenir des abris. Alors oui, moi je suis allé dans un des principaux bunkers qui, aujourd'hui, en temps de paix, ressemble à un centre commercial souterrain dans lequel il y a, je sais pas, une cafétéria. Donc il y avait des gens qui étaient en train de déjeuner quand j'y étais. Il y a des jeux pour enfants. Il y a aussi plein de parkings. Si on te le disait pas, je pense que tu saurais pas que c'est un bunker anti-atomique qui résiste à la radioactivité et aux armes chimiques. Voilà, tu le saurais pas. On le souhaite pas évidemment, mais s'il se passe quelque chose, il se passe quoi justement? Tout se transforme en combien de temps? Et puis tu expliques dans ton reportage qu'il y a aussi un protocole qui est mis en place. Raconte-nous ça. Si l'alerte est donnée par le gouvernement, en 6 heures, tu peux transformer le bunker, le faire passer d'une cafétéria en un abri anti-atomique. Ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue et c'est extrêmement rodé. Il y a des entraînements aussi tous les ans. Je parle de protocole dans mon reportage. C'est que si du jour au lendemain, en gros, tu mets des centaines de milliers de personnes dans une ville souterraine, c'est extrêmement anxiogène. Et donc, pour faire en sorte que les gens ne soient pas tétanisés par la peur, on leur donne des choses à faire. Et donc, on leur assigne des tâches. Donc, il y en a qui vont cuisiner pour les autres, il y en a qui vont nettoyer les sanitaires pour les autres, pendant que les autres se détendent et qui font autre chose. Et donc, ce système de roulement permet en tout cas d'absorber le phénomène de peur et d'absorber l'appréhension ou le stress que peuvent ressentir les gens quand ils sont dans la ville sous terre.
On dirait que tu nous parles d'un film d'anticipation, mais finalement, il vaut mieux se préparer. Et ça intéresse aussi finalement les alliés de la Finlande, les alliés européens. Oui, ça pourrait presque paraître dystopique, mais la Finlande, elle se prépare tellement et elle est tellement pionnière en la matière que les bunkers sont extrêmement scrutés par les différentes démocraties occidentales. Quand j'y étais, petite anecdote, je plonge à 30 mètres sous terre et là on croise le ministre de la Défense allemand, qui en fait était là aussi pour faire sa petite visite, un peu comme moi. Et le ministre de la Défense allemand, il vient s'y intéresser parce que aujourd'hui c'est une des solutions en cas de conflit. Et je me suis j'ai posé la question aussi pour savoir si la France y était allée aussi. Donc on m'a pas donné de nom, mais on m'a dit que l'état-major militaire français y était allé et que l'ambassade de France en Finlande s'y était rendue aussi, évidemment. Merci beaucoup pour ce retour sur ton reportage. Quel souvenir tu gardes finalement de ces quelques jours en Finlande? La sensation, en fait, d'avoir vraiment l'agresseur aux portes de chez toi, c'est quelque chose que nous on vit pas en France. Et je pense que la base, j'ai été assez impressionné par leur pragmatisme et leur sang-froid. Ils ont un très grand sang-froid par rapport à cette menace qui est sans doute encore plus prégnante que chez nous. Et donc j'ai trouvé ça assez admirable à tous les échelons de la société, en tout cas leur préparation et leur très grande rigueur face au danger. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi, Audrey. Le reportage de Jonathan est à retrouver sur notre plateforme publicsena.fr. Quant à moi, je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une série spéciale réalisée en partenariat avec Public Sénat. Je vous donne rendez-vous 2 vendredis par mois et jusqu'au 9 juin pour des épisodes très concrets. À très vite!